Et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire consacré au métier d'aide-soignante et d'aide-soignant également. Avant de démarrer, est-ce que vous pouvez me confirmer, les participants qui sont avec nous, qui sont en train de nous rejoindre, si vous m'entendez et vous me voyez bien dans le chat? Vous avez un chat en bas à droite de votre écran. Il vous suffit de cliquer et de me dire juste si vous m'entendez, si vous me voyez bien. Je suis tout en bas de votre écran. Et déjà, bonjour à tous également, l'occasion de faire connaissance. Parfait, merci Nabila, je vois qu'Andrea est en train de taper. Je vais me présenter, je suis Florentin Gonon, je suis chargé de communication pour Transition Propaca. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Marion Marény, qui est conseillère emploi-formation pour l'Opco Santé, de Johanna d'Alexis et de Inda. Inda, je ne me souviens plus de votre nom de Inda famille. Saidi. Inda Saidi, voilà, qui toutes trois conseillères emploi-formation pour l'Opco Santé, notre partenaire, et également de mon collègue Thierry Tourlan, qui est chargé de projets partenariat en région et de suivi CLEA pour Transition Propaca. Tout au long de ce webinaire, vous avez la possibilité de nous poser vos questions. Il y a un petit module questions en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à l'utiliser pour poser toutes vos questions. On y répondra à la fin de ce webinaire. Et on aura également l'occasion de vous présenter une petite vidéo témoignage d'une personne qui est devenue aide-soignant après un parcours. On aura l'occasion de vous le présenter. Vos caméras et vos micros sont coupés. On ne nous entendra pas chanter, mais vous posez toujours vos questions via l'onglet questions. Voilà. Je vais commencer tout simplement par un petit chiffre, c'est 220 000, c'est le nombre de postes d'aide-soignants qui seraient à pouvoir d'ici 2022, donc d'ici la fin de cette année. C'est une étude qui a été réalisée par Pôle emploi en 2020. 220 000, c'est un chiffre important. On voit que c'est un métier d'avenir et les structures forment de nouveaux professionnels de santé chaque jour. Alors, il est, je crois, difficile d'identifier un aide-soignant ou un aide-soignant type. Ce métier peut se pratiquer auprès de publics très différents et de structures très différentes. Marion, peut-être que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le secteur de la santé et différents champs d'intervention de ces aides-soignants? Oui, 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 tout à fait. Je vais vous commencer par vous présenter le secteur de la santé de façon large. Donc, le secteur de la santé, c'est 6 grands secteurs. Le secteur de la personne âgée, dans lequel on retrouve des établissements comme des maisons de retraite ou des services d'aide, de soins, d'accompagnement à domicile. Le secteur du sanitaire avec les hôpitaux, les centres de lutte contre le cancer, les services de soins à domicile. Après, on a tout le secteur du handicap, de l'enfance à l'adulte, donc avec des établissements comme les IME, instituts médico-éducatifs, des maisons d'accueil spécialisées, les foyers d'accueil médicalisés, puis les foyers de vie pour personnes en situation de handicap ou travailleurs handicapés. On a tout le secteur de la protection de l'enfance et de l'adulte en difficulté, donc plus secteur social, où on retrouve des maisons d'enfants à caractère social, des centres éducatifs, des centres d'hébergement d'urgence ou de réinsertion sociale, des centres d'accueil pour usagers de drogue ou des choses comme ça. Et puis les centres thermaux et les centres de médecine du travail. Donc ça, c'est le domaine de la santé au sens large. Donc on voit que c'est un domaine très vaste. Ça représente dans le secteur privé 1 million à peu près de salariés. Mais le secteur de la santé s'étend aussi dans certains domaines, du coup, aux professions libérales et au public. Et si on prend le secteur de la santé de façon large, on est à 2 millions de salariés. Donc voilà, vraiment un gros secteur. Et puis, donc très vaste. Et sur le métier, par exemple, d'aide-soignante, on va pouvoir retrouver aide-soignants, aide-soignantes, retrouver ce personnel dans différents des secteurs qu'on vient de présenter, dans le sanitaire, dans les cliniques, dans la personne âgée, mais aussi auprès de personnes handicapées. Okay, Donc voilà, comme vous disiez, ça peut être très vaste. Avec 2 millions de personnes, ça fait du monde en France. On doit en croiser souvent dans la rue sans le savoir. Mais c'est un métier en plus très diversifié, on le voit. On doit pas s'ennuyer, on doit avoir 1000 façons de le pratiquer. Et donc, ça doit être assez passionnant. On voit qu'on a beaucoup parlé justement des soignants ces 2 dernières années.
on le sait tous, on a traversé la pandémie, on les a tous applaudis à nos balcons. Concrètement, c'est quoi les avantages à choisir le secteur de la santé? Bah, je trouve 4 bonnes raisons de choisir un peu le secteur de la santé. Bah, déjà, c'est des métiers tournés vers l'humain. Hein, donc, c'est quand même des métiers sur lesquels il faut avoir une vocation, mais tournés vers l'humain. Après, bah, ce qui est intéressant de choisir ce domaine, c'est qu'il y a une grande diversité de métiers et de secteurs. Donc, on verra un peu plus tard aussi, mais des perspectives aussi d'évolution, de bouger dans, bah, comme on l'a vu, dans différentes branches du domaine de la santé. Et puis, bah, on le voit que c'est un secteur qui recrute. Il y a des besoins sur tout le territoire. Et donc, avec une fois qu'on est diplômé, la garantie de trouver un emploi ou de pouvoir évoluer dans une autre région, dans une autre type de structure, passer du public au privé ou des choses comme ça. Okay. Et du coup, concrètement, comment ça se passe si demain je souhaite exercer? Quelles seront mes missions, les qualités requises, qu'on attend de moi, et puis surtout mes conditions de travail? Bah, comme on vient de le voir, hein, c'est un métier tourné vers l'humain. Donc, l'aide-soignant, c'est avant tout assurer le confort au quotidien des patients. Sous la supervision de l'infirmier, l'aide-soignant est amené à assister des personnes dans les tâches de tous les jours. Ça se passe par de l'aide à l'hygiène, la préparation des repas, l'aide au repas en fonction aussi des différents régimes particuliers. Ça peut être l'assistance dans les déplacements des personnes pour les personnes à mobilité réduite. Et puis, bah, c'est surtout s'occuper du confort du patient. Donc, c'est préserver son environnement immédiat, l'entretien de sa literie, le nettoyage de son lieu de vie, qui sont aussi une part importante des missions de l'aide-soignante. Elle peut être susceptible d'effectuer des actes médicaux basiques, comme le changement de pansement, la prise de température. Elle est en contact permanent avec le patient. Et donc, l'aide-soignant est aussi en charge de transmettre au corps infirmier ses observations sur l'état physique et psychologique du patient. C'est vraiment le lien entre aussi le patient et l'aspect médical. Donc après, l'émotion quotidienne de l'aide-soignante, ça peut comporter d'autres tâches annexes en fonction des structures. Possibilité, par exemple, de participer à de l'animation à destination des patients, de résidents, d'entretenir le matériel de soins, gérer les stocks de médicaments. Voilà. Donc après, il peut y avoir aussi diverses missions autour de l'aide-soignante en fonction des structures. Donc on a parlé des qualités requises, donc je vais le redire, hein, mais c'est être doté d'une importante qualité humaine. C'est le premier lien entre l'équipe médicale et le patient, donc il faut aussi des qualités d'écoute qui sont primordiales. Et puis, bah, il faut quand même avoir des personnes avec une résistance physique et psychologique aussi importante, parce que on a des missions d'assistance à la mobilité des patients, un rythme de travail soutenu, et on est à l'encontre de situations difficiles, parfois confrontés à des gens avec en souffrance, en fin de vie ou des choses comme ça. Beaucoup d'aides-soignants exercent dans des établissements publics comme les hôpitaux. Mais ça peut se faire aussi dans des établissements privés, comme on l'a vu, lucratifs ou non lucratifs. Ok. Et du coup, un vrai travail d'équipe, hein, c'est ça que je pense qui est au cœur de ce métier et des missions à mi-chemin entre le patient, le personnel soignant, le médecin et les infirmiers et tout le personnel qui peut entourer les patients. Et aujourd'hui, si je souhaite me lancer, si je veux me reconvertir ou si je veux devenir aide-soignant en formation initiale, comment ça se passe? Je dois me former, j'imagine, mais quelle formation je peux faire et surtout comment je peux les financer? Alors, en effet, pour devenir aide-soignante, il est nécessaire d'avoir un diplôme d'état d'aide-soignant. Le diplôme se déroule sur 1 an. Donc, vous avez le détail, hein, donc c'est 1 an, c'est 1540 heures de cours, mais on voit bien que la formation est répartie vraiment sur une formation théorique, mais une formation aussi très pratique, avec autant d'heures de théorie que d'heures de stage. La formation est accessible en intégrant une école spécialisée et elle est articulée autour d'une épreuve écrite et orale. Il y a un concours d'entrée, mais pas de diplôme préalable requis pour entrer en formation d'aide-soignant. La seule condition, c'est d'avoir au moins 17 ans. Ok, très clair. Donc en fait, finalement, c'est très très pratique. On le voit, hein, il y a la moitié de la formation se déroule en stage. Et avec 4 stages, on a l'occasion en plus de tester plein de lieux d'emploi différents pour savoir vraiment quelle est la structure d'accueil qui peut
qui pourra nous accueillir et dans laquelle on a envie d'évoluer professionnellement. Et exactement. Donc, au niveau du financement, donc c'est pareil, hein, il y a plusieurs voies possibles. Par le biais de projets de transition professionnelle dans le cadre de reconversion. Mais là, je vais vous laisser en parler un peu plus loin. Je voulais vous évoquer la possibilité qui peut être intéressante, c'est de rentrer en alternance par le biais de l'alternance pour les personnes de moins de 30 ans. Donc, l'alternance, ça peut être un choix intéressant parce qu'on est sur une formation avec un apprentissage de métier sur le terrain, employeur. On est rémunéré pendant la formation et on est accompagné par un tuteur tout au long de la formation. Donc, ça peut se faire par le voie de l'alternance. Pour les personnes qui auraient acquis de l'expérience, la certification est possible aussi par la voie de la VAE, donc la validation des acquis de l'expérience. Et après, pour les personnes qui sont en poste, qui voudraient évoluer sur ces missions, mais qui sont salariés déjà peut-être du secteur, des possibilités de voir avec l'employeur via le plan de développement des compétences ou de mobiliser son CPF. Ok, donc il y a plein de voies disponibles selon nos différents statuts. Merci beaucoup, en tout cas, pour moi, c'est très clair. Et on peut peut-être illustrer ce propos par la petite vidéo dont je vous parlais en début de webinaire. C'est un témoignage d'une personne de l'UNAPEI, c'est une association assez active dans la région et qui recrute, je crois, en ce moment en plus. C'est ça. Alors, je vous présenter un petit peu. Donc, l'UNAPEI, c'est une grosse association qui s'occupe du handicap, qui est située sur le territoire Bouches-du-Rhône et des Alpes. Qui s'occupe du handicap de l'enfance à l'adulte avec plusieurs types d'établissements qui ont en effet des gros besoins de recrutement sur des métiers d'aide-soignante, en alternance aussi, et sur d'autres fonctions, et qui ont présenté un peu les métiers, et ce sont des salariés du coup de l'UNAPEI qui témoignent de leur parcours. Allez. Alors, je m'appelle Percival Christophe, j'ai 32 ans et je suis aide-soignant en maison d'accueil spécialisée justement avec les personnes à mobilité réduite adultes. Pour moi, le métier d'aide-soignant, c'est d'être justement dans le soin, mais voilà, le soin c'est quelque chose de très vague. Donc voilà, je peux faire autant du soin justement médical, comme des prises de traitement, des prises de constante. Et d'un côté aussi, les soins, ça peut être quelque chose de plus social, comme par exemple s'occuper de la personne, du relationnel. Dans le milieu d'aide-soignant, justement, on est beaucoup dans l'observation, on est beaucoup dans la vigilance. On remplace pas le rôle de parent, mais bon, on est en aidant. Du coup, on a quand même une grande responsabilité envers les parents, je trouve. Voilà, parce qu'on s'occupe de leur enfant au quotidien et voilà, on les accompagne. Sur une équipe d'une unité, par exemple, on a 8 personnes, dont un moniteur éducateur donc, qui va un petit peu régir un petit peu le tout. Ensuite, il y a 4 aides-soignants et justement 3 AMP. Et malgré donc nos différences, on essaie de s'apprendre chacun, on essaie un petit peu de travailler. Le travail d'équipe est quand même très important au sein de nos unités. Après un bac professionnel de commerce, j'ai fait plusieurs petits boulots dans le commerce après mon obtention et je voulais plus de proximité avec les personnes avec qui justement je voulais aider. Et dans ces cas-là, après je commençais en tant que ASH, voilà, en maison de retraite. Je l'ai fait pendant 5 ans parce que c'est quelque chose qui m'a plu d'accompagner donc les personnes âgées. Et en fait, je voyais déjà le métier d'aide-soignant d'un côté. J'ai commencé justement à me renseigner pour un diplôme donc que j'ai passé en tant qu'aide-soignant. Je me suis formé avec Pôle emploi en fait. Grâce à Pôle emploi, j'ai pu avoir un financement. Et une fois l'obtention de mon diplôme, j'ai commencé justement à postuler pour un poste en tant qu'aide-soignant en maison d'accueil spécialisée. Les personnes en situation de handicap m'ont toujours un peu fasciné justement, je me demandais beaucoup, surtout interrogé sur leur quotidien, je me suis beaucoup demandé comment ils vivaient, comment justement, quelle est leur approche. Le dernier stage justement où j'avais un grand module à passer justement, une mise en situation, voilà, je l'ai faite dans une maison d'accueil spécialisée. C'est là qu'en fait j'ai commencé pour la première fois à voir le milieu du handicap. J'ai pu vraiment vouloir voir un peu justement ce qu'ils faisaient, l'aide que je pouvais leur apporter. C'est une grande association, donc voilà, il y a beaucoup de pôles différents, on peut faire beaucoup de choses.
Et justement, ce qui est bien, c'est que moi, grâce à cette association, en tant qu'aide-soignant, je peux faire des choses qui peuvent dépasser un peu mes fonctions. Donc j'ai beaucoup plus de liberté dans mes actions. Ouais, ça a un peu coupé. Après, il parlait de beaucoup d'autres choses, et donc je me suis permis de couper la vidéo. Mais voilà, c'est un témoignage intéressant d'une personne qui a fait toute autre chose, du commerce avant, et puis finalement on montre que tout est possible. Et justement, tout est possible, et notamment avec le projet de transition professionnelle. C'est un dispositif qu'on porte chez Transition Propaca, et qui permet de financer à la fois votre formation, mais aussi votre salaire pendant la durée de cette dernière. Donc ça, c'est assez génial. Et justement, Thierry, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Alors, donc on vous a présenté différents types de financement pour accéder à ce diplôme d'aide-soignant, ce métier d'aide-soignant. Nous, on va se concentrer, donc Transition Propaca, sur le dispositif qu'on gère, donc à savoir le projet de transition professionnelle, que vous pouvez connaître sous la dénomination CIF, Congé individuel de formation. C'était le nom avant la réforme de 2018. Donc le projet de transition professionnelle, ça s'adresse aux salariés du privé, quel que soit votre statut, CDI, CDD, intérimaire, intermittent du spectacle, peu importe, mais c'est réservé au privé. Sous condition d'ancienneté. Donc, il vous faut une ancienneté particulière qu'on verra tout à l'heure dans votre entreprise si vous êtes en CDI, ou de manière générale si vous avez d'autres critères comme les CDD, intérimaires ou intermittents. Le PTP, pourquoi? C'est poursuivre une formation, donc en vue d'une reconversion au sens légal du terme, dans le sens un changement de code ROM. Donc vous êtes aide-soignant, vous voulez devenir infirmière, vous êtes banquier, vous voulez devenir aide-soignant, etc. Ce sont vraiment des changements de métier. Obligatoirement, vous allez vous diriger vers une formation qui est éligible au CPF et certifiante, donc au RNCP ou au répertoire spécifique. Le CPF, il est obligatoirement mobilisé. Donc en gros, c'est une formation qui est obligatoirement reconnue par l'État, comme l'est le diplôme d'aide-soignant. L'organisme de formation doit répondre à certaines exigences, donc Calliope, actuellement. Vous avez un maintien de rémunération pendant votre formation. Okay. Au niveau des règles en charge. Pardon? J'imagine qu'il y a des règles pour y accéder, justement. Je vois la question d'Andrea à côté qui nous dit qu'elle a des droits, qui cherche à en savoir un peu plus sur ses droits. Peut-être qu'elle pourra se retrouver dans les règles. Oui. Alors, à la limite, je crois que je vais vous présenter les règles de prise en charge, ce qu'englobe le PTP, et après on rentrera dans le détail sur l'éligibilité et la rémunération en elle-même. Donc, sur la durée de la formation, on peut financer jusqu'à 12 mois ou 1200 heures. Vous êtes prioritaire sur ce niveau-là. Vous pouvez demander plus, mais vous êtes prioritaire sur 12 mois. Au-delà, donc c'est soumis à la décision de la commission. En termes de frais pédagogiques, on va jusqu'à 18 000 € hors taxe maximum et 27,45 € de l'heure. Majoritairement, toutes les formations rentrent dans ce cadre-là. C'est assez rare que vous puissiez dépasser. Donc au niveau de la rémunération, pendant la formation, donc, vous avez le maintien de la rémunération. Vous avez une rémunération maintenue à 100% si vous gagnez moins de 2 fois le SMIC, donc à peu près 3 100 € brut. 90% si vous gagnez plus de 2 fois le SMIC. Pendant le stage pratique, vous avez un salaire qui est maintenu intégralement. Il est maintenu intégralement si le stage pratique est obligatoire, c'est-à-dire qu'il est indiqué dans le référentiel de la formation. Pour les diplômes d'aide-soignant, c'est le cas. Tous les stages seront pris en compte. Si vous vous dirigez vers d'autres métiers, donc d'autres formations, il faudra regarder sur le référentiel. Dans tous les cas, on vous préviendra avant l'entrée en formation s'il y a une perte de salaire. Au niveau des déplacements, donc que ce soit sur les frais annexes, que ce soit les déplacements, l'hébergement, etc., on est sur un barème kilométrique par jour de formation. Donc vous avez un forfait qui vous est alloué, qu'on vous indique quand vous déposez le dossier. Ok, très clair. Au niveau des conditions, donc quand vous êtes en CDI, il faut que vous ayez au moins 24 mois d'activité dans votre vie, dont 12 mois dans l'entreprise. Les 12 mois, l'ancienneté, elle s'apprécie à la date de départ en formation. Si vous êtes dans votre entreprise depuis moins de 12 mois, mais que ça sera le cas quand vous entrez en formation, ça sera bon. Il faut juste que vous ayez 12 mois à l'entrée en formation. Pour les CDD, il faut que vous ayez une ancienneté pareille de 24 mois sur les 5 dernières années. Par contre, il faut que vous ayez 4 mois de CDD au cours des 12 derniers mois et que vous soyez sous contrat quand vous déposez la demande. C'est vraiment la partie qui est importante. Il ne faut vraiment pas que vous attendiez la fin de votre contrat pour déposer un dossier. Le dossier ne pourra être recevable que si vous êtes en contrat pendant que vous déposez le dossier.
Je ne vais pas rentrer dans le détail des intermittents et des intérimaires. Les intérimaires, vous dépendez non pas de l'entreprise dans laquelle vous faites votre mission, vous dépendez de l'entreprise, votre boîte d'intérim principale. Et pour les intermittents du spectacle, vous êtes rattaché sur un schéma particulier, donc il faut nous contacter quand vous voulez faire un dossier. C'est plus simple. Au niveau des démarches, il faut que vous déposiez le dossier chez nous au moins 3 mois avant de démarrer la formation. Donc dans l'idée, il faut que vous commenciez les démarches au moins 120 jours avant le départ en formation, puisque votre employeur, lui, a 30 jours pour vous répondre, quand vous êtes en CDI, suivant la réception de la demande de congé. Donc il a 30 jours pour répondre, plus nous les 3 mois, ça vous fait 120 jours, donc 4 mois. Pour les formations qui sont à 100% à distance, ou en dehors du temps de travail, vous n'aurez pas besoin de demander à votre employeur. Pour un diplôme d'aide-soignant, ça va être difficile de le faire hors temps de travail, donc forcément, vous allez le demander à votre employeur, donc 120 jours avant. Il n'y a pas de dérogation pour des retards, donc prenez bien le temps de le faire avant. Ok. Et l'employeur a le droit de refuser ou pas du tout? Alors, l'employeur, il ne peut refuser que si votre demande ne respecte pas ou les délais ou le formalisme quand vous déposez une demande. Sinon, il ne peut pas refuser à proprement parler, il peut décaler votre formation de 9 mois. On parle bien de décaler la date de départ en formation, pas votre date de demande. Si vous faites une demande maintenant pour une formation qui commence en septembre, les 9 mois courront à partir de septembre. Donc en gros, vous allez demander pour l'année prochaine. Quand il vous fait quand il vous donne une réponse, qu'elle soit positive ou négative, vous demandez une réponse écrite, à la fois pour l'employeur et à la fois pour vous. Parce que si vous décalez la formation, vous aurez la preuve qu'il vous a bien décalé la formation l'année d'avant, ça vous évitera de perdre encore du temps. Lui, ça le protège dans le sens où il y a la preuve qu'il vous a décalé la formation, puisque s'il ne répond pas, ça équivaut à un oui. Donc il est important qu'il y ait une réponse écrite, quelle que soit la réponse. S'il remplit votre dossier, ça équivaut à une réponse oui, donc il n'y a pas de souci à se faire.